Bonjour, heureux de vous retrouver et nous continuerons toujours dans la biochimie métabolique et nous étions arrêtés la dernière fois à la dégradation de l'acide aminé. Dégradation, rappelez-vous, catabolisme, qui fait partie du métabolisme dans sa globalité. Un acide aminé, quand il se dégrade, il pourra se dégrader de différentes manières. On parlera d'abord de la désamination. Désamination, comme son nom l'indique, l'acide aminé, acide aminé, groupement acide et groupement amine, lors d'une désamination, l'acide aminé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder son groupement amine, en l'occurrence le NH3, comme vous le voyez ici. En cédant le groupement amine, qu'est-ce qui reste? C'est ce qu'on appelle le reste de l'acide aminé, de R, CO, COH. On parlera 2 secondes de ce reste d'acide aminé sans le groupement amine. On parlera à part. Sa destinée est multiple. Il peut nous donner du glucose. Il peut se transformer en acide alpha-cétonique lors d'une transamination. Il peut s'oxyder totalement en donnant du gaz carbonique et de l'eau, des corps cétoniques. Ou tout simplement, ce reste d'acide aminé pourra servir à d'éventuelles synthèses d'autres acides aminés. Bien entendu, non indispensables, puisqu'on ne peut pas synthétiser ceux qui sont indispensables. Voyons ce qui se passe avec le NH3. Le NH3, communément connu sous le nom de l'ammoniac, se transformera en urée ou en sel d'ammonium. On verra, dans le foie ou dans le rein, pour être excrété par la suite. Pourquoi excrété? L'ammoniac est tout simplement un composé toxique pour l'organisme et dont il doit se débarrasser. Alors l'ammoniac, le catabolisme des acides aminés en est la principale source. Cependant, cet ammoniac peut se former à la suite de désintégration d'autres liaisons azotées provenant d'amines biogènes. Rappelez-vous, l'amine biogène, ça peut être de l'histamine, par exemple, ou de nucléotides dans les tissus. Une partie de l'ammoniac se produit grâce à l'activité de la flore intestinale et il est absorbé dans le sang par la veine porte. La dégradation des acides aminés, et donc la formation de l'ammoniac, se fait dans les tissus de l'organisme. La concentration de l'ammoniac dans le sang, elle est très faible, tout simplement du fait de sa toxicité, rappelez-vous. Et donc, il doit être rapidement excrété dans les cellules. Cette toxicité, malheureusement, de l'ammoniac, elle est liée à son action sur le système nerveux central. Les causes de la toxicité de cet ammoniac sont multiples. D'abord, peut aboutir à la production de l'acide glutamique, le glutamate. Et s'il y a production de glutamate, il va y avoir diminution de l'acide cétonique correspondant, donc du cétoglutarate. Et donc, il n'y aura pas de transamination. Rappelez-vous, quand on a parlé de transamination, on a pris l'exemple de glutamate plus oxaloacétate nous donnera du cétoglutarate plus l'aspartate. Donc, s'il y a production de glutamate, donc il y aura diminution du cétoglutarate et il n'y aura pas de transamination. Le glutamate donne son amide, je dis bien amide correspondante, qui est la glutamine, plus basique. Cette glutamine, donc on a dit, les causes de la toxicité d'ammoniac, c'est que ça produit du glutamate, production exagérée de glutamate aboutit à la formation de la glutamine. Cette glutamine, on le sait, elle fait augmenter la pression osmotique. Elle perturbe le métabolisme des neuromédiateurs, et en particulier ce qu'on appelle le GAB, l'acide aminobutyrate, gamma-aminobutyrate. Et donc, il n'y aura pas d'influx nerveux. La concentration de l'ammoniac dans le sang et dans le cytosol produit des sels d'ammonium, NH4+. L'accumulation de ce NH4+, perturbe le transport membranaire. Donc vous voyez que des soucis, que des perturbations dans l'organisme. L'ammoniac formé dans les cellules, il est excrété par les reins sous forme d'urée dans le foie ou de NH4+ au niveau des reins.
L'ammoniac, il est transporté sous forme de glutamine neutre par diffusion facilitée qui passe dans le sang à partir des muscles et du cerveau. Dans les reins, cette glutamine, qui est, rappelez-vous, produite par le glutamate, bien entendu l'enzyme glutaminase, il produit de l'ammoniac et du glutamate. Ces produits se résorbent et retournent dans les tissus. Alors l'excrétion des sels d'ammonium, elle est de l'ordre de 0,6 g par jour. Voyons voir un peu les différentes sources et les voies d'excrétion de l'ammoniac dans différents tissus. Nous avons l'ammoniac central. L'ammoniac, on avait dit, peut être produit par tout simplement dégradation d'un acide aminé ou par les amides biogènes, les nucléotides, ces liaisons azotées, glutamate, glutamine dans le cerveau, glutamate aussi dans le cerveau. L'ammoniac peut produire de l'alanine dans le muscle et dans l'intestin. Ce qui nous amène à parler du cycle de l'urée, qu'on appelle aussi le cycle de l'ornithine. Le cycle de l'urée, on va le simplifier, il se compose de 5 étapes. 2 se passent dans la mitochondrie. On sait ce que c'est la mitochondrie. C'est le poumon de la cellule, c'est là où se fait la respiration, plein d'enzymes, etc. Et les 3 autres étapes se font dans le cytosol. Donc il faut qu'il y ait un passage de la mitochondrie dans le cytosol. On va le comprendre. L'urée, c'est le produit final de base du métabolisme de l'azote. Son excrétion, elle est de 25 grammes par jour. Il est synthétisé exclusivement dans le foie. D'abord, on va voir un cycle schématisé. Il y a formation du carbamylphosphate. L'enzyme, c'est le carbamylphosphate synthétase. Ensuite, il y a biosynthèse de la citrulline à partir de l'ornithine. Donc, le cycle de l'ornithine, elle est là, et on va obtenir de la citrulline grâce à une enzyme qui est bien entendu l'ornithine transcarbamylase. Cette citrulline synthétisée dans la mitochondrie, puisque ces 2 premières étapes se font dans la mitochondrie, elle passe dans le cytosol. Donc finalement, la citrulline, c'est quoi? C'est tout simplement la manière qui va nous faire passer l'ornithine de la mitochondrie vers le cytosol. Ensuite, il y a biosynthèse de l'argininosuccinate. Ensuite, formation de l'arginine pour enfin former de l'urée. Alors, s'il y a une anomalie, une perturbation à un niveau quel qu'il soit de ce cycle, ça ne marche pas. Il faudra trouver la solution pour que le cycle continue. C'est un cycle, il ne doit pas s'arrêter parce que le cycle reprend à chaque fois et on verra dans quelles conditions le cycle va reprendre. En cas de déficience d'une enzyme, notamment l'argininosuccinase, qui permet de former de l'arginine, qui permettra par la suite de donner de l'urée, il y a un souci. S'il y a une déficience, ce sera compliqué d'éliminer l'ammoniac, parce que l'étape de la formation de l'arginine, il est primordiale. Alors, l'urée, il est hydrosoluble. S'il est hydrosoluble, donc il est excrété dans les urines, et heureusement. Et l'ornithine reprend le cycle après retour dans la mitochondrie. Et encore, cette ornithine va nous donner de la citrulline dans la mitochondrie, mais la citrulline peut passer dans le cytosol pour permettre la suite du cycle. L'urée, il est 100 000 fois moins toxique que l'ammoniac. Donc vous voyez, catabolisme d'un acide aminé, vous avez le reste de l'acide aminé d'un côté et l'ammoniac de l'autre.
le groupement amine. Cet ammoniac, heureusement, sa concentration est faible du fait de sa toxicité, mais il faut que l'organisme s'en débarrasse. Eh bien, il se débarrasse sous forme d'urée, tout simplement parce que l'urée, il est hydrosoluble, et donc, il va partir dans les urines. Il y a toujours des cas extrêmes, des cas pathologiques. Si le rein est déficient, en cas de néphrite, inflammation du rein, le taux d'urée augmente, car le rein n'arrive plus à éliminer l'urée. Dans ce cas, on observe des symptômes tels le retard mental, par exemple. En cas de cirrhose, l'urée sanguine diminue. Donc, toutes ces données nous permettent, bien entendu, d'interpréter les résultats d'un bilan biologique et émettre des hypothèses pour le médecin. Le cycle de l'ornithine dans le foie remplit deux fonctions. Transformation de l'azote des acides aminés en urée et empêche ainsi l'accumulation de l'ammoniac. Tout ça, c'est pour se débarrasser de l'ammoniac. Donc ce cycle de l'ornithine, qu'on appelle aussi le cycle de l'urée, il transforme l'azote des acides aminés en urée pour empêcher l'accumulation de l'ammoniac. Il nous permet la synthèse de l'arginine. Cette synthèse de l'arginine, elle permet aussi la fabrication de l'urée qui va être excrétée. Alors tout l'arsenal enzymatique du cycle de l'urée ou de l'ornithine se trouve dans les hépatocytes, dans les cellules du foie. Certains enzymes du cycle de l'ornithine peuvent se trouver également dans d'autres tissus, en l'occurrence les cellules intestinales, les entérocytes, ou les cellules du rein, mais avec une activité moindre. Donc, généralement, ce sont des enzymes qu'on trouve dans le foie, en grande partie. Schéma, on a dit 5 étapes, voilà, les enzymes 1, 2, 3, etc., jusqu'à 5. Carbamylphosphate, l'ornithine qui nous donne la citrulline, ça se fait dans la mitochondrie. La citrulline passe dans le cytosol, d'accord? Formation de l'argininosuccinate. L'argininosuccinate, grâce à l'argininosuccinase, nous donne de l'arginine. L'arginine permet la fabrication de l'urée qui va être éliminée et le cycle reprend. Parfois, il y a un souci à ce niveau-là, au niveau de la synthèse de l'arginine, donc l'enzyme 4. Quand il y a un problème, ce n'est pas un souci, eh ben, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'arginine. Si elle n'est pas synthétisée, eh bien, tout simplement, on peut l'apporter par l'alimentation pour permettre l'excrétion de l'urée et la reprise du cycle de l'ornithine. Hyperammonémie, un taux élevé d'ammoniac. Alors, l'hépatite, la cirrhose ou certains déficits enzymatiques peuvent provoquer une augmentation du taux d'ammoniac. Si l'ammoniac n'est pas excrété pour une raison ou une autre, on aura beaucoup d'ammoniac dans les tissus, dans le sang. Ce qui provoque un effet toxique sur l'organisme. On avait dit que l'ammoniac, il est toxique, du fait par son action sur le système nerveux central. La perturbation du cycle de l'ornithine s'observe au cours de maladies virales. La grippe inhibe l'enzyme en question, la carbamylphosphate synthétase. Toutes les perturbations du cycle de l'ornithine provoquent une augmentation de l'ammoniac, de la glutamine et de l'alanine. Parce que tout ça, c'est lié, on l'avait vu tout à l'heure. Pour diminuer la concentration de l'ammoniac dans le sang, il faut une alimentation pauvre en protéines, parce qu'on le sait, la source majeure de l'azote, c'est l'alimentation, et plus précisément les protéines. Ou tout simplement introduire des métabolites du cycle de l'ornithine, bien entendu, comme l'arginine, la citrulline ou le glutamate, qui vont nous permettre justement d'activer, de déclencher le cycle et par conséquent éliminer l'ammoniac sous forme d'urée, parce que l'urée, on l'avait dit, est hydrosoluble. Il est même très, très soluble dans l'eau. Et donc, il est synthétisé dans les urines. On dira quelques mots sur la biosynthèse d'acides aminés.
Et là, c'est marqué acides aminés non indispensables, c'est juste pour qu'on se le rappelle, puisqu'on ne peut pas synthétiser les acides aminés indispensables. Donc on n'a même pas besoin de l'écrire, mais je préfère insister pour s'en rappeler. Alors le squelette carboné des acides aminés qu'on connaît non indispensables, on le répète, alanine, aspartate, asparagine, sérine, proline, glycine et glutamine, et de la lysine peuvent être synthétisés à partir du glucose. Le donneur universel, donc ça c'est le squelette carboné, mais il faut le groupement amine à un acide aminé. Acide aminé. Le donneur universel des groupements amine, au cours de la transamination, c'est le glutamate. Vous voyez, le glutamate, il a un centre quand même très important dans ce métabolisme des acides aminés. Alors on va voir rapidement quelques exemples. Donc par transamination, on peut synthétiser l'alanine à partir du pyruvate. Transamination, donc on pense toujours à un transfert d'un groupement amine sur un acide cétonique pour donner un autre acide aminé. Et l'acide aminé de départ redevient acide cétonique. L'aspartate, à partir de l'oxaloacétate, rappelez-vous le fameux exemple dans les réactions de transamination, glutamate plus oxaloacétate nous donne de l'aspartate plus cétoglutarate. Et puis le glutamate, c'est la réaction inverse. Le cétoglutarate nous donnera du glutamate. Donc l'aspartate, il va donner son groupement amine sur le cétoglutarate pour nous donner le glutamate, et le cétoglutarate deviendra oxaloacétate. Tout ça, c'est des ingrédients, des métabolites qu'on retrouvera dans le cycle de Krebs. La glutamine à partir du glutamate, mais elle est plus riche en groupement amine. L'asparagine peut le synthétiser aussi à partir de l'aspartate. La sérine, ça nous rappellera, on en parlera pendant le métabolisme des lipides, donc 3-phosphoglycérates, on fera ça dans la glycolyse aussi, qui nous donnera de la sérine. La glycine, à partir de la sérine, donne la glycine. Donc vous voyez, tous ces éléments, les acides aminés, ils se dégradent, ils ne sont pas stockés, donc ils se transforment soit en d'autres acides aminés non indispensables, soit en d'autres métabolites, CO2, H2O, ou des acides cétoniques, etc. La proline, qu'on trouve dans pratiquement toutes les protéines. Arginine et histidine, on avait dit qu'ils sont partiellement non indispensables, c'est-à-dire ils sont non indispensables, mais il faut qu'ils requièrent certaines présences d'autres acides aminés. À partir du cycle de l'ornithine, on obtient de l'arginine. Le ribose et l'ATP nous donnera de l'histidine. Décarboxylation de l'histidine nous donnera cette amine biogène, l'histamine dont on parle dans les phénomènes allergiques. La tyrosine et cystéine sont pseudo-indispensables. Pseudo-indispensables, pas tout à fait indispensables, mais il faut qu'il y ait la phénylalanine, qui, elle, est indispensable. L'acide aminé, qui, lui, il est indispensable. Donc, quand il est là, la tyrosine n'est pas indispensable, puisqu'elle peut être synthétisée à partir de la phénylalanine. C'est quoi la tyrosine? C'est la phénylalanine hydroxylée, donc c'est l'hydroxyphénylalanine. La méthionine, indispensable, mais quand elle est là, la cystéine peut faire partie des acides aminés qui ne sont pas indispensables, puisqu'elle peut être synthétisée à partir de la méthionine. Mais s'il n'y a pas la méthionine, la cystéine devient indispensable aussi. Il faut qu'elle soit apportée par l'alimentation. Donc voici un schéma qui récapitule un peu tout. À partir du glucose, on a dit on peut obtenir le squelette carboné des acides aminés non indispensables. Le pyruvate, oxaloacétate, donne l'aspartate par transamination. L'aspartate nous donnera de l'asparagine, etc. Le pyruvate, on le verra quand on parlera de la glycolyse à un moment donné. Donc il y a l'acétyl-CoA qui pourra intégrer le cycle de Krebs pour, avec d'autres composés, nous donnera un acide acicarbone qui est le citrate, qui aboutira au cétoglutarate. Cétoglutarate, par transamination, nous donnera de l'oxaloacétate et du glutamate, etc. Donc tout est lié. On ne peut pas ne pas parler d'acides aminés cétogènes et les acides aminés glycogènes. Comme son nom l'indique, il y a des acides aminés qui donnent des composés cétoniques et d'autres qui donnent des composés glucidiques.
Le catabolisme des acides aminés aboutit à la formation de 6 produits. Donc la dégradation de l'acide aminé aboutit à la formation de 6 produits. Pyruvate, acétyl-CoA, cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate, oxaloacétate. Ces 4 derniers, ce sont des produits intermédiaires du cycle de Krebs. Les 2 autres, on les verra quand on parlera, je l'avais dit, de la glycolyse, métabolisme des glucides. Il y aura 2 mots sur le cycle de Krebs. Il porte le nom de son inventeur en 1937. Ce cycle, il est localisé dans la matrice mitochondriale. Rappelez-vous, cet organe organique de respiration. 8 réactions enzymatiques successives, c'est un cycle. Objectif, c'est pour produire des composés réduits. D'accord? Pas oxydés, réduits. La seule molécule qui rentre dans le cycle, c'est l'acétylcoenzyme. On y reviendra. Les acides aminés qui se transforment en pyruvate et en produits intermédiaires du cycle de Krebs peuvent se convertir en oxaloacétate pour être utilisés dans la néoglycogénèse. Et ce sont des acides aminés glycogènes. Le cortisol stimule la production du glucose. Les acides aminés cétogènes, tels la lysine, leucine, isoleucine, tryptophane, phénylalanine ou encore tyrosine, se transforment en oxaloacétate ou en acétyl-CoA et redevient source de corps cétonique. L'oxaloacétate, je le répète encore, en présence du glutamate, nous donnera de l'aspartate et du cétoglutarate, corps cétonique. Voilà pour ce chapitre 3 qui a été un peu bref. Donc on s'arrêtera là. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour d'autres chapitres encore de la biochimie métabolique. Merci beaucoup.